Tout commence vers la 6e semaine par les trabéculés crânii qui correspondent au mésenchyme de l'étage antérieur et en partie moyen de la base du crâne. Là se trouve la selle turcique avec la tige pituitaire sur laquelle est venue buter la tige notocordale. Celle-ci va condenser le mésenchyme périnotocordal pour y constituer les vertèbres proatloïdes, le basi occipital et le basi postsphénoïde, avec un disque intervertébral entre chacune de ces vertèbres. La partie antérieure du sphénoïde va avoir une origine commune avec l'ethmoïde et c'est là que l'induction des cupules neurosensorielles, olfactives, optiques et otiques vont venir mettre en place ce cartilage. Ce cartilage va donner naissance à la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, à la future lame criblée de l'ethmoïde, aux masses latérales, elles vont être à l'origine de la petite aile du sphénoïde et de la clinoïde antérieure, alors que une partie qui est montée dans la base du crâne est d'origine branchiale et viendra former la grande aile du sphénoïde. Entre la grande aile et la petite aile se trouve la fissure orbitaire. Les formations neurologiques sont représentées par le nerf optique, qui passe par le canal optique, par, ici simulé par une flèche, les nerfs moteurs oculaires, et c'est la position de la première paire des nerfs crâniens qui vient se poser sur la future lame criblée de l'ethmoïde. Lorsque, sur un schéma de profil latéral, représente la masse mésenchymateuse avec la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, avec, dans la partie crâniale, l'apophyse Christagalli, sur laquelle va venir s'insérer la faux du cerveau entre les deux hémisphères cérébraux. Sous le lobe frontal va se trouver l'évagination rhinencéphalique qui va envoyer ses prolongements à travers les trous de la lame criblée de l'ethmoïde en direction de la tache jaune d'équerre, tandis que la dure-mère enverra elle-même la tente olfactive de Trollard et autour des petits orifices des prolongements en culotte de golf, expliquant la rhinorrhée que présentent les sujets victimes d'une fracture de l'étage antérieur du crâne. Sur la lame perpendiculaire vers le bas, qui va venir en rapport avec le basi presphénoïde, dans lequel se trouve creusée la selle turcique, avec la tige notocordale et les disques intervertébrales antérieurs, et le vomer, puis la muqueuse nasale qui va venir ici pneumatiser tout ce qui se trouve à sa portée, le basi presphénoïde pour y creuser le sinus sphénoïdal, parce que ces deux portions du sphénoïde sont d'origine complètement différente.
Lorsque l'on remet en place sur une vue de face l'embryon de His au stade de 6 mm, voici le bourgeon frontal avec les deux cupules olfactives, voici la cupule optique, le bourgeon maxillaire, le bourgeon mandibulaire droit vers la cupule otique. L'ethmoïde, dans sa lame perpendiculaire, est souvent dévié, qui va vers le haut, être soumise à la traction de la faute du cerveau, et qui vers le bas n'a pas cette fonction que mon ami Jean Dallaire lui donne de soc poussant devant lui toute la morphogénèse de l'étage antérieur du crâne. Cette lame du côté endocrânien va être en rapport avec la lame perpendiculaire, la lame horizontale, et sur les côtés avec le système rhinencéphalique. Puis voici les masses latérales de l'ethmoïde avec les cornets et la muqueuse qui va tarauder les os, qui va vers le haut donner le sinus frontal, donner vers le bas le sinus maxillaire et être là en rapport avec les bourgeons dentaires. C'est le moment maintenant d'évoquer la phylogenèse de l'ethmoïde. Les cavités sinusiennes sont constantes, mais la plus constante est celle du sinus maxillaire. Le sinus frontal, le sinus phénoïdal peuvent manquer et les cornets vont eux aussi s'organiser sur la paroi externe des fosses nasales avec 3 types de cornets que nous allons ici évoquer sur le profil d'un lapin. Voilà le palais, voici la voûte crânienne avec l'os nasal en avant. Les 3 sinus primitifs sont tout d'abord le maxilloturbinal. Ce cornet donnera le cornet inférieur. Puis à la partie postérieure, voici les cornets ethmoïdo-turbinaux qui sont au nombre de 3 à 5 selon que le mammifère est microsmatique ou macrosmatique. Et nous allons dès maintenant, en assurant, insister sur la différence entre les cellules postérieures et les cellules ethmoïdales antérieures. Et puis, il existe, chez la majorité des mammifères, un 3e cornet, le nasoturbinal, très important, qui, chez nous, va être réduit à ce qui sera l'agernasie. Chez les primates, il existe un canal fronto-maxillaire qui unit les 2 sinus maxillaires et même chez l'orang-outan, il existe une seule et même cavité qui englobe le sinus maxillaire, le sinus frontal et le sinus phénoïdal. Cette plaque tournante des masses latérales de l'ethmoïde va ainsi se retrouver sur le dessin de profil d'un fœtus humain à terme, où l'on va retrouver l'analogie avec les cornets, dont voici rappelé le cornet inférieur, puis le cornet moyen, puis le cornet supérieur, les éventuels premier et 2e cornets suprêmes que nous allons également assurer par analogie. Et voici ce qui reste du nasoturbinal, l'agernasie. Dans la morphogénèse des cornets, c'est sur une coupe mésenchymateuse
de la fosse nasale gauche, dont voici le haut et la gauche, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas des excroissances de la paroi latérale qui va venir former les cornets, mais c'est bien le pouvoir ostéoclasique taraudant de la muqueuse olfactive primitive qui va, comme ces flèches le montrent, venir creuser le mésenchyme et va donner une cavité méatique délimitant entre ces méas les cornets. Voici le méa moyen qui correspond au marsupium de la majorité des mammifères, et sur une vue agrandie du méa moyen, voici les cornets secondaires qui, comme Mouret le disait, sont des cornets inversés, convexes vers le haut. Ces cornets sont deux, d'une part l'apophyse inciforme vers le bas, d'autre part la bulle ethmoïdale vers le haut. La bulle va vers le haut, elle aussi être rejointe par un deuxième cornet secondaire qui va venir ainsi fermer la bulle ethmoïdale au milieu du méa moyen. C'est à partir de cette muqueuse de l'infundibulum que la pneumatisation va venir creuser vers le haut le sinus frontal, vers le bas le sinus maxillaire et creuser même dans la paroi du cornet moyen une cellule responsable de la pathologie que l'on décrit sous le nom de concha bullosa. Lorsque on remet en place la paroi externe des fosses nasales, très schématique, avec le palais, avec la lame criblée, avec le basis phénoïde, l'os frontal en avant, la position des cornets inférieurs, des cornets moyens, des cornets supérieurs et suprêmes, les cellules ethmoïdales sont réparties en trois groupes. Tout d'abord, les cellules tout antérieures qui vont latéralement venir bulliser l'os maxillaire pour y creuser l'antre d'Eymore et le sinus maxillaire. Deuxièmement, les cellules des groupes de l'inciforme, dont l'une d'entre elles va venir vers le haut, bulliser dans l'os frontal pour y creuser l'os frontal, le sinus frontal. Et puis, ici, les cellules de la bulle, et selon la cellule ethmoïdale qui va venir creuser le sinus frontal, le canal frontonasal va s'ouvrir soit en avant de l'apophyse inciforme, soit dans la gouttière incibulaire, soit dans la région rétrobulaire. Ici, vers l'arrière, voici les cellules ethmoïdales postérieures, toujours hachurées, qui vont venir pneumatiser le basis presphénoïde pour y creuser le sinus sphénoïdal. Ces cellules postérieures sont moins nombreuses, mais elles sont plus volumineuses. Voilà comment se met en place l'ethmoïde. Et le moment est maintenant venu de présenter l'os sur une vue de face où la lame perpendiculaire, qui est souvent déviée, est surmontée vers le haut par l'apophyse Christagalli, à la face antérieure de laquelle se trouvent ces deux petits processus alaires qui vont venir sur l'os frontal, permettant ainsi de fermer le canal fronto-ethmoïdal dans lequel se trouve la durmère et la veine que Sabatier et Blandin ont décrit dans ce canal. Latéralement, la lame perpendiculaire, la lame criblée mène au plateau de la balance que sont les masses latérales. Sur
une vue de face, ces masses latérales vont montrer des cellules, demi-cellules ethmoïdales, ethmoïdo-frontales, ethmoïdo-maxillaires et enfin ethmoïdo-inguéales. Latéralement, voici la lame papyracée, encore appelée l'osplanum, avec les deux trous naso-ethmoïdaux, et vers le dedans, la saillie du cornet moyen, la tête du cornet supérieur, et vers le bas, l'apophyse inciforme avec son processus maxillaire. Lorsque l'on représente cet os maintenant sur une vue supérieure, par rapport à la ligne médiane, voilà l'avant et la gauche, on retrouve l'apophyse Christagalli et la lame horizontale est vers l'arrière, l'incisure sphénoïdale dans laquelle viendra se mettre le jugum sphénoïdal. Et l'apophyse Christogalli présente vers l'avant ces deux processus alaires. Voici de chaque côté la lame criblée sur laquelle est posé le bulbe olfactif avec la fente olfactive qui se termine au voisinage du trou ethmoïdal antérieur qui correspond au canal naso-ethmoïdal antérieur. Et voici la vue supérieure des masses latérales où l'on va retrouver les demi-cellules ethmoïdo-frontales, respectivement antérieures, moyennes et postérieures. Voici les canaux naso-ethmoïdaux postérieurs et antérieurs, empruntés par les branches collatérales de l'artère ophtalmique et par les branches nerveuses du nerf nasal. Vers le dehors, voici la lame papyracée, extrêmement mince, quelquefois même déhissante. Voici vers l'arrière la queue du cornet moyen, l'incisure sphénoïdale. Voici les trous de la lame criblée qui sont au nombre de 12 à 15 et ce sont bien sûr les masses latérales qui sont les plus intéressantes. Sur une vue interne de ces masses latérales, dont voici le haut et l'avant, on retrouve la lame criblée, la lame perpendiculaire, qui a été ici enlevée, laisse apparaître sur ces masses latérales la première surélévation la plus importante qui est le cornet moyen, concha nasalis media, dont voici vers l'arrière la queue effilée, surmontée dans ce plan par l'agère nasie, ce cornet moyen envoyant un processus qui va venir se coller tout à l'heure sur la lame montante de l'os maxillaire. Voici le cornet supérieur, concha nasalis supérieur de Morgani. Voici les cornets suprêmes de Zuckerkand, le premier, le second, qui sont à peu près dans le même plan. Vers la partie latérale, nous allons retrouver les masses latérales de l'ethmoïde avec la face supérieure qui est creusée par les demi-cellules ethmoïdo-frontales, antérieures, moyennes et postérieures, entre lesquelles se trouve le trajet des canaux naso-ethmoïdaux antérieurs et postérieurs. Ceci va également nous permettre de retrouver sur la paroi latérale des masses latérales les empreintes des filets de nerfs olfactifs qui sont plus nombreuses
qu'à la face supérieure, parce que, en traversant la lame criblée, ces orifices vont se dédoubler. Voici vers la partie postérieure, la face postérieure des masses latérales, creusée par les demi-cellules ethmoïdo-sphénoïdales, que nous allons retrouver tout à l'heure sur une coupe. C'est dans ce méa moyen que nous allons maintenant préciser le détail des masses latérales en réalisant une coupe du cornet moyen pour ouvrir le méa. Les masses latérales de l'ethmoïde vont, avec la lame criblée vers le haut, être ici resséquées à l'aplomb du cornet moyen. Nous retrouvons la gerre nazie vers l'avant, dans ce plan, puis ici, la section de la paroi externe du cornet moyen, paroi dans l'épaisseur duquel se trouve ici la concha bullosa. Voici vers l'arrière effilée la queue du cornet moyen, et dans l'ouverture de ce méa moyen apparaît maintenant tout d'abord l'apophyse inciforme. Cette apophyse inciforme présente ces trois prolongements que sont vers l'avant le processus turbinalis, vers l'arrière le processus postérieur et vers le haut le processus maxillaire qui vont venir obstruer en partie l'orifice de l'antre daimor. Vers le haut, la travée incibulaire est tendue entre l'apophyse inciforme et la bulle ethmoïdale, à laquelle Zoja a donné le nom de promontoire. Voici donc la gouttière incibulaire, au-dessus de laquelle passe la travée incibulaire et dans laquelle, très fréquemment, vient, comme cette flèche veut le signifier, s'aboucher l'orifice du canal fronto-nasal. La tranche de section de ce cornet moyen montre ici l'éventuelle concha bullosa, et c'est au contraire dans le méa moyen, en arrière, dans la gouttière rétrobulaire, que viennent s'ouvrir ici les cellules ethmoïdales antérieures. Voici, pour compléter ce schéma, vers le haut et vers l'arrière, le cornet supérieur, puis le premier cornet suprême et la jonction de la masse latérale. C'est dans le méa supérieur que viennent s'ouvrir à l'inverse les cellules ethmoïdales postérieures. Eh bien, nous allons remettre cette masse latérale de l'ethmoïde sur une vue de la paroi externe des fosses nasales droites, dont voici vers le haut et vers l'avant l'apophyse montante de l'os maxillaire. Cette apophyse montante va être marquée par les crêtes turbinales supérieures et inférieures, l'os maxillaire se prolongeant vers le bas par la lame horizontale du maxillaire qui constitue une grande partie de la lame palatine avec le canal palatin antérieur dans ce plan. La partie verticale de l'os maxillaire est ici marquée par la gouttière du canal lacrymonasal et bien sûr ici en arrière, l'os maxillaire va présenter tout d'abord les demi-cellules ethmoïdo-maxillaires que nous allons voir complétées dans un instant par la masse latérale du labyrinthe ethmoïdal et ce grand orifice qui est l'orifice d'entrée du sinus maxillaire qui est l'antre daimor. Le deuxième os qui va venir compléter cette paroi externe est maintenant constitué par le palatin dont l'apophyse maxillaire horizontale va prolonger vers l'arrière la lame horizontale du palais, puis dont l'apophyse montante va ici venir en partie cacher la partie postérieure de l'orifice de l'antre daimor, va présenter elle aussi des crêtes turbinales supérieures et inférieures, et voici esquissée momentanément l'apophyse orbitaire à nouveau horizontale. Vers l'arrière, le palatin vient ici en relation intime avec le sphénoïde, dans l'épaisseur duquel se trouve creusée la selle turcique et une partie du sinus sphénoïdal ici droit. Eh bien, vers l'avant, l'os inguis va venir fermer avec l'os maxillaire, tout d'abord le canal lacrymonasal, et cet os inguis va être lui aussi pneumatisé par les demi-cellules ethmoïdales que nous allons retrouver tout de suite. Voici en effet la position que va
occuper l'apophyse crista galli, ici projetée latéralement, et puis la lame criblée de l'ethmoïde qui vient avec le processus ethmoïdal et les masses latérales de l'ethmoïde, masses latérales sur lesquelles maintenant nous pouvons projeter le cornet moyen, puis le cornet supérieur et les cornets suprêmes qui viennent en surimpression, cette masse latérale venant s'appliquer sur l'os inguis, bien sûr, qui va être ici marqué en pointillé, vient s'appliquer sur l'os maxillaire supérieur. C'est ici en dessous du rebord inférieur du cornet moyen que va apparaître l'apophyse inciforme avec son processus turbinal, avec son processus postérieur, et nous allons marquer d'une couleur volontairement différente maintenant l'os qu'est le cornet inférieur, dont la queue vient ici s'appliquer sur la crête turbinale inférieure de l'os palatin et dont voici esquissée la convexité vers l'intérieur des fosses nasales. Ce cornet inférieur entrant en relation vers le haut avec l'apophyse inciforme. Eh bien, ces masses latérales de l'ethmoïde, nous allons les retrouver sur une série de coupes et tout d'abord, grand A, une coupe frontale passant par la partie antérieure, coupe dont voici le haut et sur la ligne médiane, du côté endocrânien, l'apophyse crista galli, puis la lame criblée de l'ethmoïde, nous n'en présenterons que la moitié droite. Voici la lame perpendiculaire de l'ethmoïde qui est très fréquemment déviée, et voici les masses latérales de l'ethmoïde qui viennent s'articuler ici, tout d'abord, avec l'os frontal dans l'épaisseur duquel se trouve creusée la cavité du sinus frontal. Voici la demi-cellule fronto-ethmoïdale qui vient maintenant se mettre en relation avec les masses latérales, où voilà l'autre demi-cellule ethmoïdo-frontale, celle-là, puis voici les demi-cellules ethmoïdo-inguéales, car sur ces masses latérales de l'ethmoïde, voici la partie tout antérieure du cornet supérieur et la tête du cornet moyen qui est dans ce plan, avec ici sectionné la bulle de l'agère nasie, cette masse latérale étant, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, très pneumatisée. Vers le bas, voici le départ de l'apophyse inciforme, et en gardant les mêmes sigles, voilà donc l'inguis qui va constituer la paroi interne de la cavité orbitaire dans ce plan, l'inguis qui va ici descendre pour constituer le canal lacrymonasal. Le amulus lacrymalis de l'os inguis vient ici vers le dehors en rapport avec l'os maxillaire supérieur, dont nous allons ici représenter la coupe à l'aplomb donc de ce canal lacrymonasal, et l'apophyse inciforme vient ici avec la tête du cornet inférieur en rapport avec cet os. C'est dans le méa inférieur que vient s'ouvrir le canal lacrymonasal. Vers le bas, l'os maxillaire va présenter son apophyse horizontale, palatine, qui est soudée sur la ligne médiane, ici avec le cartilage septal. C'est bien sûr la fosse nasale droite et la cavité orbitaire droite qui est ici représentée sur cette première coupe passant par le plan grand A. Une seconde coupe, elle aussi frontale, passant en B à la partie moyenne vers l'arrière, va nous permettre de retrouver toujours du côté endocrânien vers le haut l'apophyse crista galli, puis la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, puis la lame criblée de l'ethmoïde, et sur le côté, toujours, les demi-cellules ethmoïdo-frontales avec la masse ethmoïdale qui, cette fois, du côté orbitaire, est marquée par la lame papyracée, par l'os planum, et voici ces cellules qui ont bullisé la masse latérale. Vers le bas, l'os ethmoïde va entrer en relation avec l'os maxillaire pour y creuser les demi-cellules ethmoïdo-maxillaires, et les masses latérales présentent ici la partie tout antérieure du cornet suprême, du cornet supérieur, puis le cornet moyen, ici, avec à l'intérieur du cornet moyen la bulle ethmoïdale, et vers le bas, une partie de l'apophyse inciforme, sous laquelle se retrouve attaché, comme tout à l'heure, le cornet inférieur, dont nous retrouvons ici la convexité médiane. La coupe va intéresser l'antre d'Aymor, et l'os maxillaire, dont voici le sinus maxillaire et la cavité orbitaire au-dessus du côté droit, va toujours vers la ligne médiane, envoyer son processus palatin avec, cette fois, vers l'arrière, le vomer,
avec cet aspect en gouttière qui constitue la cloison médiane. Eh bien, après ces deux coupes frontales, nous allons mettre en place une troisième et dernière coupe horizontale, passant grand C par ce plan. Sur cette coupe horizontale, dont voici l'avant et la ligne médiane, nous allons retrouver la cloison septale qui est très très fréquemment déviée. Voici vers l'avant et latéralement le cartilage alaire, et voici l'os maxillaire dans lequel se trouve creusé le demi-canal lacrymonasal. Ce demi-canal va être comblé maintenant par l'os inguis. Voici, en regard de cette croix, le canal lacrymonasal. Voilà la coupe hachurée de l'os maxillaire. Puis nous allons mettre en place ici donc l'os ethmoïde avec dans ce plan donc la cellule de l'agère nasie avec la section de l'apophyse inciforme et avec la section du cornet moyen dont voici vers l'arrière la queue, puis sur ses masses latérales la bulle ethmoïdale qui est dans ce plan, puis vers l'arrière les demi-cellules ethmoïdo-palatines. En effet, l'os ethmoïde va présenter ici les demi-cellules ethmoïdo-inguéales vers l'avant, va présenter la cellule de l'agère nasie, va présenter la cellule de la bulle, va présenter même éventuellement ici, dans l'épaisseur de ce cornet moyen, la concha bullosa, et va vers l'arrière, ici, venir pneumatiser l'os palatin avec les demi-cellules ethmoïdo-palatines. Le palatin va par ailleurs s'articuler avec l'os sphénoïde, dans l'épaisseur duquel va se trouver creusé, comme suit, le sinus sphénoïdal en regard de cette flèche. Donc la cavité orbitaire, le plancher de la cavité orbitaire se trouve du côté latéral. Voilà l'os planum, c'est bien sûr la fosse nasale droite qui est ici représentée sur cette coupe horizontale passant par ce plan grand C. Bien, pour le chirurgien qui aborde l'ethmoïde, sur la face latérale, tout d'abord, nous allons ici montrer très rapidement, avec la lame criblée vers le haut, avec le sphénoïde vers l'arrière, avec la lame osseuse palatine prolongée vers le bas par le palémo, nous allons montrer la muqueuse nasale, cette muqueuse dont la pathologie, avec en particulier la polypose nasale qui nous intéresse, va être très très importante. Cette muqueuse qui est rose et qui tapisse dans ce plan donc les cornets respectivement inférieurs, moyens et supérieurs, et qui tapisse la paroi externe des fosses nasales. Cette muqueuse va être caractérisée du point de vue neurologique, tout d'abord vers le haut, par son rapport intime avec le système olfactif. Du côté endocrinien, voici le bulbe olfactif, voici la zone de traversée des filets olfactifs qui vont dessiner la tache jaune d'équerre que je hachure dans ce plan. Sous l'angle neurosensoriel, c'est donc la seule zone olfactive. Par contre, sous l'angle de la sensibilité, voici les rameaux latéraux ou rameaux externes pour les nerfs de la tête, du cornet moyen et du cornet inférieur, issus du nerf nasal, issus du nerf ophtalmique, nerf naso-ethmoïdal antérieur. Voici le nerf naso-ethmoïdal postérieur qui va prendre en charge la muqueuse de la queue du cornet supérieur et des éventuels cornets suprêmes. Par contre, pour ce qui est de la queue du cornet moyen, de la queue du cornet inférieur, c'est bien sûr le nerf sphénopalatin de Hirschfeld, dont voici les rameaux palatins vers le bas, qui ne nous intéressent pas dans ce cours. C'est ce rameau sphénopalatin qui va prendre en charge toute l'innervation de la face supérieure de la muqueuse palatine et aussi des masses latérales de l'ethmoïde. Sous l'angle de la vascularisation, nous allons aussi retrouver les rameaux externes des branches naso-ethmoïdales issus de l'artère ophtalmique, l'artère naso-ethmoïdale antérieure, l'artère naso-ethmoïdale postérieure, et vers le bas maintenant, les rameaux issus de l'artère sphénopalatine, branche terminale de l'artère maxillaire interne, branche terminale de la carotide externe, qui vont venir dans ce plan vasculariser cette paroi externe, signalant quelques petites artères de la sous-cloison qui peuvent éventuellement remonter à la partie tout inférieure de l'ethmoïde. Si l'on met en place, pour terminer,
la cloison septale médiane des fosses nasales avec vers le haut et vers l'arrière la selle turcique, puis rappelez la lame criblée de l'ethmoïde. Voici en arrière de l'os frontal l'apophyse Christagalli et voici le profil de l'appendice nasal avec le relief labial et avec l'os maxillaire qui forme le plancher palatin qui est à peine esquissé sur ce schéma. La muqueuse va là encore tapisser tout cet ensemble, va se prolonger vers le bas et vers l'arrière par la muqueuse pharyngée. Cette muqueuse rosâtre va donner toute sa couleur à cette cloison septale des fosses nasales dont l'innervation, tout d'abord, va être, comme tout à l'heure, marquée vers le haut par la zone sensorielle de la tache olfactive d'équerre et la traversée des filets du nerf olfactif avec ici le bulbe olfactif et sous l'angle de la sensibilité par le nerf naso-ethmoïdal interne avec cette branche naso-lombaire antérieure, le nerf naso-ethmoïdal interne et postérieur, et bien sûr sur la cloison septale, issue du 5 numéro 2, ici, le nerf sphénopalatin de Hirschfeld, qui vient dans le canal palatin intérieur donner le nerf palatin antérieur. Voici les branches destinées à la cloison des fosses nasales à partir de ce 5 numéro 2. Sous l'angle de la vascularisation, ce sont les rameaux médians tout d'abord de l'artère naso-ethmoïdale interne, rameaux médians antérieurs et postérieurs, qui vont maintenant ici à environ 2 cm en arrière de l'orifice narinaire, avec des branches issues de l'artère de la sous-cloison, branches de l'artère faciale, avec enfin les branches issues de l'artère sphénopalatine, venir tisser cette anastomose très importante qu'est la tache vasculaire de Kisselbach, qui est à l'origine des hémorragies et des épistaxis, quelquefois très importantes. Voilà pour la vascularisation artérielle, les veines étant satellites, et voici terminée donc l'anatomie de l'ethmoïde. Au niveau de cet os, nous insisterons sur la valeur de la muqueuse nasale qui va avoir ce pouvoir érosif, qui va tarauder tous les os périphériques et qui va intéresser dans la pathologie la plus fréquemment rencontrée, la polypose naso-sinusienne.